En débarquant, il vit une foule nombreuse, et il en eut pitié. Et il guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie donc les foules, afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Il n'est pas besoin qu'elles y aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Donnez-leur vous-même à manger. Mais lui disent-ils, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi ici. Et ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, bénit, puis rompant les pains, il les donna aux disciples, qui les donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta le reste des morceaux, 12 pleins couffins. 12 pleins couffins. Si vous voulez bien, je terminerai, si j'ai tout le temps que je veux, en commentant, comme il se doit, cette page d'évangile. Et je vous demande simplement de garder à l'esprit, en écoutant ce que je vais dire sur la subsidiarité, ces 2 moments, ces 3 moments. Il eut pitié d'elle, donnez-leur vous-même à manger, et il rompit le pain, les donna aux disciples, qui les donnèrent à la foule. Alors on m'a demandé de vous parler de subsidiarité, et hier, quelqu'un me disait, j'étais dans une voiture, on a discuté de subsidiarité, mais j'ai l'impression que les 3/4 des personnes qui sont ici ne savent pas du tout ce qu'est la subsidiarité. Et je me suis dit, c'est quand même merveilleux que vous soyez là, du coup. Qu'est-ce que ça serait si vous connaissiez le sujet? Bon, on serait 3 fois plus, parce que certains ne sont pas venus en se disant, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'espère que certains sont venus aussi en disant, je ne sais pas ce que c'est, ce sera l'occasion peut-être de découvrir. Alors voilà, on m'a demandé de vous présenter le contenu de la subsidiarité, et je vais vous demander pardon par anticipation. Ça va faire un peu court au sens prof. Ce sera sans doute trop long, mais un peu court, parce que je vais vous présenter des concepts et puis des raisonnements. Alors je vais essayer de le faire de manière la plus simple et pas à pas. Pour autant, voilà, ce matin, c'est un petit peu le moment d'enseignement au sens classique, c'est-à-dire où je vais essayer de vous partager un contenu autour de ce terme. Pourquoi on a choisi pour ce forum le thème de la subsidiarité? Pourquoi il est devenu si important? Quel est son contenu? Et qu'est-ce qu'il peut nous dire dans notre vie quotidienne, puisque ce qui nous intéresse, c'est pas de penser, c'est pas les grands concepts, mais ce qui nous intéresse, c'est d'agir dans notre quotidien en étant le plus juste possible, le plus unifié possible, comme on le disait hier, le plus unifié possible. Et donc j'aimerais qu'on termine avec cette page d'évangile en nous demandant, mais qu'est-ce que moi je vais mettre en pratique, ou comment je peux le faire pour que cette subsidiarité ait du sens dans ma propre vie. Alors, je vais commencer de manière très très simple, en posant la question, pourquoi la subsidiarité est-elle devenue si importante aujourd'hui? Vous trouvez, pour ceux qui sont dans le management en particulier, il y a énormément de littérature sur la transformation des entreprises, sur la transformation de la société, qui font référence à la subsidiarité, et assez souvent d'ailleurs qui utilisent le mot subsidiarité. C'est plus devenu un mot réservé aux cathos, qui connotait d'ailleurs, si vous vouliez déceler quelqu'un comme ça dans une conversation, qui font tilt, c'est bien commun, et subsidiarité. Parce que ce sont des mots très très marqués de doctrine sociale de l'Église. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont utilisés bien en dehors, les deux, bien commun et subsidiarité, ils sont utilisés bien en dehors du cercle de la doctrine sociale, et, à mon sens, mais vous me direz ce que vous en pensez, à tort.
ils sont souvent utilisés à tort, notamment bien commun est trop souvent utilisé à la place d'intérêt général, sans qu'on comprenne le fond, la signification profonde de ce qu'est le bien commun. J'en dirai 2 mots. Mais surtout subsidiarité, qui est vraiment très utilisée en management aujourd'hui, pour dire en gros qu'il faut que le pouvoir soit un peu partagé, que les gens prennent leur part de responsabilité. Alors c'est pas ça la subsidiarité, et je vais vous montrer que c'est à la fois plus profond, plus subtil et plus ancré dans une vision de l'homme, une vision de la société qui est plus large qu'un concept. Donc si on a choisi ce thème, c'est pas parce qu'il fallait bien, tôt ou tard, parler de subsidiarité dans les forums, puisque c'est un thème important de la doctrine sociale, c'est parce que c'est un thème d'actualité. Et que nous avons, nous, chrétiens, des choses à dire sur ce thème, et qu'il est bon que nous en soyons suffisamment conscients, et que nous soyons suffisamment informés du contenu, pour que nous puissions participer au débat ou à tout ce qui se fait autour de la subsidiarité aujourd'hui. Alors, je vais y aller pas à pas, et je vais commencer par cette question. En fait, ce constat, la subsidiarité répond à une très vieille question d'économie politique, comme on dit, d'organisation de la société. Très vieille question. Et cette question, c'est la suivante. Comment organiser la société, ou une société, comme un tout, en respectant les individus ou les personnes qui composent ce tout? Et c'est une très vieille question sociale, ça, enfin de la vie en société. Comment nous organiser dans une société, donc nécessairement collectivement, tout en respectant la dignité, la réalité, le talent, les compétences de chaque personne. Et cette question, elle se pose à l'être humain. Je voudrais faire ici une petite incise préliminaire, parce qu'elle va être très importante pour la suite. Cette question se pose même qu'à l'être humain. De mémoire de Reine des abeilles, on ne se souvient pas de s'être posé la question « Comment organiser la ruche en respectant chaque abeille ?» Ou de mémoire de Reine des brebis, on ne s'est jamais posé la question « Comment organiser le troupeau en respectant chaque brebis ?» Je veux dire par là que les animaux sont grégaires, ils vivent ensemble. Mais il ne se pose pas cette question qui est typiquement humaine et qui conduit à se poser comment on peut organiser ce tout dans le respect de chacun. Or, pourquoi cette question se pose à l'homme? Parce que l'homme est libre. Parce que l'homme, l'être humain, j'entends, est fondamentalement libre. C'est d'ailleurs ce qui le distingue du règne animal, c'est cette capacité à agir à partir de sa propre autonomie, à partir de ses capacités, à partir de son intelligence. Jusque-là, ça va. Nous vivons en société, comme les animaux, comme des animaux vivent en société, à cette différence près que l'être humain est caractérisé par sa liberté, et dès lors, va se poser la question de vivre ensemble à partir de la liberté de chacun. Et les ennuis commencent. Et en même temps, le fait même de ce qu'est la société humaine. Nous ne sommes pas une ruche. Nous ne sommes pas un troupeau de brebis. Ici, je fais une petite note de bas de page pour les managers. C'est important de se souvenir que nous ne sommes pas une ruche. C'est-à-dire que quoi que nous fassions en termes d'organisation, ce sera toujours à partir de la liberté de chacun. Sans quoi, on ne gère pas des êtres humains. On gère peut-être des machines, on gère des abeilles, mais on ne gère pas des êtres humains. Il y a toujours, par nature, une liberté humaine qui fait que chacun participe au tout, mais à partir de ses capacités, de sa conscience, de ses désirs, de ses besoins, parfois de sa violence, parfois de ses péchés, comme on dit en langage chrétien, c'est-à-dire à partir de sa liberté. Un tout social de la liberté individuelle
comment on fait pour que ça tienne? Voilà le problème de toute société depuis la nuit des temps. Et on va voir que la subsidiarité est une réponse très puissante pour, pas régler définitivement ce problème, mais en tout cas le poser dans des termes justes. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors si l'homme est libre, qu'est-ce que ça signifie concrètement? D'abord, qu'il a des capacités. Tout homme a des capacités d'agir. Une intelligence, des talents, des moyens, une énergie, plus ou moins importante, mais tout homme a des capacités d'agir, sans quoi, deuxième point, sa liberté n'existerait pas. Nous sommes libres parce que nous sommes libres de faire quelque chose à partir de nos moyens. Tout homme a des capacités, il peut mobiliser ses capacités de manière libre. Tout homme a des capacités, il peut mobiliser ses capacités de manière libre, et quand il mobilise ses capacités, il crée du lien. Nous créons du lien avec les autres, par le dialogue, par le fait de construire ensemble, par le fait d'échanger, de produire, d'encourager, d'instruire. Le fait même que nous agissons, que tu agisses, conduit, parce que nous sommes humains, à créer du lien, donc à créer de la société. Ça va, c'est pas trop... Hein, pour un vendredi matin à 9h30 ? Mais je fais appel, allez, maintenant à notre expérience, à votre expérience. Vous avez des capacités. Enfin, tu as des capacités, pas collectivement, chacun d'entre nous. J'ai des capacités, chacun a des capacités, quelles qu'elles soient, des talents, quelque chose. Je suis libre de les manifester, de les utiliser, ces capacités. Et quand je les utilise, je crée toujours un lien avec les autres. Je ne les utilise pas pour moi-même, tout seul dans mon coin. Je les utilise et fatalement parce que je parle, parce que j'agis dans le monde. C'est toujours, ça crée un lien, ça crée une relation avec les autres. Et donc vous voyez comment le problème se pose du coup. Plus l'homme, plus l'individu, plus la personne utilise ses capacités librement, plus elle crée du lien, plus elle crée la société. Il y a un lien entre l'usage de nos compétences et le fait de créer une société. Ça va? Dites-moi, si ça ne va pas, je recommence tout. Non, d'accord. Bon, il y a un lien. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que notre problème, comment faire pour que des hommes libres vivent dans une société, ça a du sens parce que ces hommes libres, ils créent de la société. Et il faut trouver le moyen pour que, en exerçant leur liberté, en exerçant notre liberté, à partir de nos capacités, nous créons une société juste, bonne. Mais c'est quoi une société juste, bonne? C'est une société qui nous permet de vivre librement à partir de nos compétences et de les exercer au mieux. Et plus on les exerce, plus ça crée la société qui permet d'exercer des capacités, etc. Voilà ce que c'est qu'une bonne société. Bon, ce problème, il n'est pas posé aux chrétiens, ou aujourd'hui à Paray-le-Monial, il est posé depuis la nuit des temps à tous les hommes. Comment faire pour construire une société à partir de ces données qui sont des données anthropologiques, comme on dit, pour tous? C'est pas chrétien ce que je dis pour l'instant. Il va y avoir un moment dans mon exposé, vous allez voir, je vais le souligner, où la révélation va prendre son sens dans ce que je vais dire. Mais tout ce que je dis jusqu'à présent, je vais faire, il se trouve à Bordeaux dans quelques semaines, un exposé dans un centre doctoral sur la subsidiarité, je vais dire la même chose. Alors, je vais peut-être pas commencer par l'évangile de Matthieu 14. Ça, c'est le plus. Mais, encore une fois, vous verrez qu'il y a un point essentiel qui va tout faire basculer et qui va nous faire le lien entre ce que je dis et la révélation, et donc notre foi chrétienne. Mais tout ce que je dis, c'est de la philosophie naturelle. Tout le monde peut l'entendre. Comment, camarades, pouvez-vous faire pour créer cette société juste qui permette l'épanouissement de chacun, c'est-à-dire l'exercice libre de ses capacités qui crée du lien? Comment on fait? Alors, il y a deux réponses. Aujourd'hui, alors je vais nécessairement simplifier l'exposé. Il y a deux grandes catégories de réponses.
la réponse individualiste et la réponse collectiviste. La réponse individualiste et la réponse collectiviste. La réponse individualiste, libérale, ce que vous voulez, peu importe, je ne préfère pas utiliser ces termes et parler de l'individualisme. Elle est fondée sur l'individu et elle essaie de construire la société à partir de l'individu. Et elle fait les hypothèses suivantes. Sur les capacités, oui, tout homme a des capacités infinies. Tout homme a des capacités infinies, ou très grandes. 2, la liberté de tout homme n'est limitée que par la liberté de l'autre. La liberté de chacun d'entre nous n'est limitée que par la liberté de l'autre. Vous voyez, cette société, il y a des êtres humains, des personnes qui ont des capacités très très importantes, qui peuvent faire plein de choses. Moi je veux ci, moi j'ai tel besoin, tel désir, tel moyen, tel rêve, telle énergie, chacun a les siens. Et puis je peux les exercer librement, sauf que votre liberté limite ma liberté. Ça vous parle par rapport à notre société, hein. C'est une société très individualiste, mais ici il faut souligner un point très important, très souvent ignoré, c'est que du coup, la liberté de chacun se pense contre les autres. C'est très curieux, hein. La société individualiste, c'est une société qui suppose que ma liberté, elle est toujours heurtée par la vôtre. La liberté de chacun d'entre nous est toujours heurtée par celle de l'autre. Ça veut dire concrètement qu'on est dans une société où, a priori, l'autre est un problème. L'autre est un problème. L'autre m'empêche d'être totalement libre. Il faut que je compose avec lui. Et donc il faut que je m'ajuste. Vous voyez, c'est une société centrée sur l'individu, et donc du coup, les autres sont des limites. Les autres ne sont pas des moyens de grandir. Les autres ne sont pas des moyens de m'épanouir. Les autres sont des moyens pas des moyens, des murs, des limitations. Et on a tous appris à l'école, la liberté de chacun s'arrête là où elle empiète sur celle des autres. On apprend ça aux enfants et on ne se rend pas compte comme on insinue un poison quand même. Enfin en tout cas, une représentation du monde qui est très, très, très forte. Ça veut dire que l'autre est toujours un obstacle. Et donc on va créer une société fondée sur des personnes autonomes, pleines de compétences, pleines d'énergie, pleines de désirs, et qui sont des obstacles les unes des autres. Embêtant, hein? Alors pour créer du lien, on va dire qu'il existe, qu'il faut laisser faire, et qu'il existe des structures, des lois, des régulations, comme on dit de manière de régulation, et essentiellement le marché, c'est la régulation. On laisse faire, et puis à un moment donné, il y a un marché, et c'est le marché qui régule. Et c'est comme ça qu'une société, fondée sur des individus, qui se heurtent les uns les autres, donc qui sont en compétition les uns avec les autres, vont échanger, et cette société va être une société de marché. Je ne dis pas que le marché c'est très bien, hein, je parle d'une société de marché, c'est une société qui est régulée par le marché. Voilà la première catégorie, la première société qui naît à partir de la question qu'on se pose au départ, comment arriver à créer une société à partir d'individus de personnes qui sont par définition libres et pleines de capacités. Eh bien, la réponse individualiste, c'est laisser faire au maximum les capacités des gens, ils se heurteront les uns les autres, et de ces heurts entre les gens, offre et demande, ce que vous voulez, marché du travail, etc., il va naître un équilibre, comme on dit, un équilibre, une régulation par le marché. Première société, pour faire simple, on va dire société libérale, individualiste, moderne. Deuxième école. Les capacités de l'homme sont limitées, va dire cette école. Et elles sont limitées par la société. Nous sommes déterminés. Nous sommes limités, mais pas par notre voisin, pas par notre prochain, mais par la société. C'est la personne qui est en prison, mais pourquoi elle est en prison? Mais parce que la société l'a conduit en prison.
C'est la personne qui n'a pas fait d'études, mais pourquoi? Parce que la société l'a empêché de faire des études. Vous voyez, cette vision d'une limitation des capacités, mais pas du fait des personnes, mais du fait que l'infrastructure de la société tout entière, empêche chaque individu de faire exploser ses capacités. Du coup, qu'est-ce que c'est que la liberté pour cette société collectiviste? La liberté, ça consiste à changer la société, à changer les déterminants, à changer ce qui... Vous voyez, les déterminations sociales, comme on dit, c'est à changer ce qui empêche chacun d'être vraiment libre et de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire de ne pas aller en prison, donc de ne pas agir mal, de s'instruire, etc. Il faut changer les déterminations sociales. Et donc, la liberté, ça consiste à prendre le pouvoir sur la société tout entière pour la changer d'en haut. Et du coup, on va donner à l'État, on va donner à la puissance publique un rôle éminent pour organiser, faire des lois, faire des normes, organiser la société au mieux. Vision collectiviste. Est-ce que ça va là pour l'instant? Le problème général, qui se pose à tout homme, deux grandes conceptions. La conception individualiste, heurte des personnes libres, autonomes, et qui vont se réguler par des marchés, ou limitation des capacités par le tout, et donc il faut, par le tout de la société, et donc il faut s'emparer du pouvoir dans la société pour changer et libérer les personnes. Ces deux écoles ont été très en opposition et en guerre ouverte jusque dans les années 80-90. Et puis la première option, l'option individualiste, a triomphé, même s'il reste beaucoup, surtout en France d'ailleurs, de vision collectiviste des choses, où on met un gros accent sur les déterminations, sur le fait de... Il faut changer les lois en haut, par le haut, pour libérer les personnes. Mais quand même, force est de constater que cette seconde vision collectiviste est plutôt en perte de vitesse, en tout cas depuis une trentaine d'années, et c'est la vision individualiste qui est très triomphante aujourd'hui. Bon. Or, les deux visions sont en crise. Ces deux écoles, ces deux façons de penser à la société sont en crise. Les deux. Parce que la société est en train de changer très fortement depuis une vingtaine d'années. Et elle change très fortement pour des raisons très concrètes. Pas des grandes visions métaphysiques, idéologiques, pour des questions très concrètes. La première, c'est la globalisation. Le fait que les pouvoirs nationaux explosent parce que les marchés se créent au niveau global, crée un gros problème, évidemment pour la vision collectiviste, parce que pour aller réguler une société au niveau mondial, c'est pas simple, mais aussi pour la vision individualiste, parce qu'il y a des marchés tellement énormes qui échappent tellement à tout le monde qu'on a l'impression, justifiée d'ailleurs, qu'on est en train d'être totalement déterminé par les marchés. C'est trop gros. Vous voyez, c'est pas la même chose. Le marché aux volailles de Laclette le jeudi matin, quand il existait, et le marché mondial du cacao, ou le marché de l'information. C'est pas la même chose. Les volumes sont tellement importants que le petit individu, la petite personne qui est supposée être libre, pleine de capacités, dans cet énorme marché, elle se considère, paradoxalement, comme de plus en plus, déterminée. Le marché collectivise, si vous voulez, à ce niveau de cette taille, il collectivise presque la société. Donc, la globalisation, c'est pas un détail, c'est pas juste on fait la même chose mais en plus gros, ça change tellement la taille des marchés que ça change les régulations, notamment pour les sociétés individualistes. Donc ça, c'est une première raison. La seconde raison, c'est le numérique. Le développement de l'économie digitale, comme on dit, numérique. Vous voyez ce que je veux dire, Internet, tous ces réseaux, etc. Alors on peut dire détail, pas détail du tout. Parce que ça connecte beaucoup les personnes entre elles. Donc ça crée des relations et des capacités nouvelles entre les personnes. Et ces capacités,
échappent au marché. Et ça, je vous donne un exemple. Hein. Sur Internet, 90% des informations qui sont données le sont données gratuitement. C'est-à-dire que les gens, le soir, ils rentrent des recettes de cuisine, ils rentrent des données financières, ils rentrent des avis, des blogs, des machins. Ils rentrent des tas d'informations gratuitement. Or, l'Internet, c'est l'espace de croissance le plus important, attendu, le plus important de nos économies. Or, cet espace échappe au marché. Il se fait dans la relation interindividuelle. Et vous savez, pour ceux qui sont en entreprise, et notamment dans certaines entreprises, c'est un bazar pas possible dans les entreprises, parce que ça change beaucoup de choses. Notamment ce qui était payant, on n'arrive pas à le faire payer. Alors, tout le monde connaît au moins l'histoire du disque. Les disques qui étaient payants, aujourd'hui vous les téléchargez, c'est vrai qu'il faut un gros effort pour expliquer qu'il faut quand même payer, parce qu'il faut payer les droits de propriété, etc. Des jeunes le disent avec une certaine candeur, mais aussi une certaine justesse intellectuelle. Hein. Il fallait payer jusqu'à présent, mais pourquoi il faut payer aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui on ne changerait pas le business model, comme on dit, on finance que les auteurs qu'on aime bien, il y a plein de choses qui se créent aujourd'hui sur Internet qui sont passionnantes. Donc vous voyez, le numérique, ce n'est pas juste un téléphone portable et Facebook. C'est une modification de nos relations et de nos capacités à nous interconnecter. Donc du coup, comme ça ne passe pas par les marchés traditionnels, ça met le bazar. Et ça nous oblige à réfléchir sur le rôle du marché pour réguler la société et l'économie. D'où la crise du libéralisme aujourd'hui. Il n'y a pas que la crise du collectivisme, il y a aussi une crise du libéralisme, qui ne sait pas trop comment gérer ça. Et puis la troisième raison, qui est liée à l'Internet et au développement de toutes les sociétés, c'est le fait que le niveau d'éducation est de plus en plus élevé et qu'on ne gouverne pas des personnes de la même façon lorsque le niveau d'éducation augmente. Parce que, d'abord, elles peuvent échanger entre elles, elles comprennent mieux, elles savent tous la subsidiarité, elles se forment à la doctrine sociale, enfin bon, bref, le niveau est plus important, et donc on n'a pas des personnes, certes avec des capacités, mais relativement faibles. Au XIXe siècle, quand la théorie individualiste a été élaborée, les capacités de chaque personne étaient relativement faibles. L'éducation n'était pas très développée. Aujourd'hui, vous avez je vous donnerai un exemple tout à l'heure, vous avez sur Wikipédia des articles qui sont plus intéressants que sur Encyclopædia Universalis. Pas tous, hein, mais certains. Donc, le savoir n'est plus où on croit, les experts ne sont pas où on croit, donc les sachants, donc l'organisation n'est pas où on croit, donc ceux qui sont supposés exercer le pouvoir sont remis en cause, encore une fois, parce qu'il y a une diffusion de l'information et du savoir. Donc, nous avons un problème général, comment organiser la société. Nous avions deux réponses, individualistes, collectivistes, et ces deux réponses sont en crise aujourd'hui, parce que la société évolue. C'est ni bien ni mal, hein. Crise, c'est un mot qui peut être positif. Une transformation, si vous voulez, une transformation de la société, c'est comme ça. Et du coup, ces réponses qui paraissaient évidentes dans les années 80, il faut être très individualiste ou très collectiviste, aujourd'hui, elles n'accrochent plus. On voit bien qu'il faut autre chose. Comment on va organiser une société lorsqu'autant d'informations peut circuler aussi vite entre des personnes qui peuvent créer des communautés. Vous savez, sur Internet, il y a plein de communautés. Hein. C'est pas du tout le marché Internet, c'est plein de communautés. Ce qu'on appelle les communautés virtuelles. Alors, on peut penser que la virtualité, c'est abstrait, mais non, il y a des gens concrets qui se connectent entre eux, qui échangent d'informations, qui créent des choses. Bon, comment on peut gérer une telle société et pas dans le Brionnais et les Charolais, au niveau mondial. Vous voyez, c'est pas petit, c'est pas dans une cité grecque avec quelques milliers de personnes, c'est au niveau mondial, des milliards de personnes. C'est intéressant, non, de se dire on est dans cette période historique et il y a plein de choses à faire et en tout cas on est placé devant ça. Et ça n'avait pas peur, c'est super. Vous allez voir qu'en plus ça n'avait pas peur pour nous parce qu'on a quelques réponses intéressantes. Et justement, j'en arrive à mon second point. Dans cette affaire, la subsidiarité, qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me faire un signe parce que je vais parler trop longtemps ? Oh, très bien. Donc, mon second point, la subsidiarité, qu'est-ce que c'est ? Et en quoi la subsidiarité est une réponse puissante aux questions politiques, économiques, sociales qui se posent à nos sociétés développées aujourd'hui. En quoi la subsidiarité est une réponse ?
comment l'entreprise lambda qui est devenue mondiale, ce n'était pas la PME du coin, c'est même pas l'entreprise nationale, c'est Alstom, une entreprise mondiale. Comment cette entreprise peut se réguler, peut faire en sorte que les gens travaillent ensemble, et le sentiment d'appartenir à la même entreprise, avoir un projet commun. Comment ça peut marcher, compte tenu de tout ce que je vous ai dit, globalisation numérique et communication d'information? Comment cette ville qui avant était limitée à ses habitants, aujourd'hui il y a beaucoup d'entrées et sorties, des étudiants étrangers dans tous les sens, la nécessité d'être en compétition avec Shanghai ou avec le Cap, comment cette ville, Lyon, Paris, Marseille, peu importe, Lille, comment cette ville peut continuer, peut être organisée? Vous voyez les questions concrètes qui se posent, hein, c'est du matériel. Eh bien, la subsidiarité est une réponse, et pour le constater, je commence par une définition. Et j'ai cherché des définitions, je vais vous en donner deux, une un peu abstraite et canonique, mais la meilleure que j'ai trouvée, je l'ai trouvée sur Wikipédia. Alors, je ne suis pas un grand fan de Wikipédia, parce qu'il y a beaucoup de bêtises, mais il y a aussi des choses remarquables, et notamment la personne qui a écrit, et elle est peut-être dans la salle, je félicite, qui a écrit l'article sur la subsidiarité est remarquable. Il est très très bien fait, très juste, et je vous donne la définition. Dans Wikipédia, et qui est une illustration de ce que je vous racontais. Hein. On trouve là des choses intéressantes. Le principe de subsidiarité est une maxime politique et sociale selon laquelle la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème d'elle-même. C'est une clarté aveuglante. Hein. Je vais quand même le reprendre. Le principe de subsidiarité est une maxime politique. Ça veut dire que c'est un principe général, c'est une façon de penser la politique. Une maxime politique et sociale. Donc c'est une façon de penser, pas la politique au sens les partis politiques, hein, le fait de vivre ensemble, la société. La subsidiarité, c'est une maxime politique, selon laquelle la responsabilité d'une action publique, c'est-à-dire la responsabilité d'une action qui concerne les autres. L'inverse d'une action publique, c'est une action privée. C'est pas public au sens service public, hein. C'est une action pour le collectif, une action pour la société. Donc la responsabilité d'une action qui concerne les autres, lorsqu'elle est nécessaire, doit être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème d'elle-même. En clair, si un problème peut être résolu par une entité au niveau 1, que cette entité le résolve. Pas besoin de remonter au niveau mondial, ou au niveau national, ou au niveau régional, ou que sais-je, pour résoudre un problème qui peut l'être au niveau où il se pose. La subsidiarité, c'est donc une maxime politique, c'est une façon de voir les choses où l'on se dit en priorité, si une décision collective, une décision qui concerne les autres est nécessaire, où est-ce qu'elle peut se poser, jusqu'à quand elle peut se poser au niveau où se pose le problème. S'il y a un problème qui se pose au niveau A, au niveau de votre famille, est-ce qu'on ne peut pas le résoudre au niveau de votre famille? Eh bien, dans 80% des cas, oui. Subsidiarité, ne demandons pas à l'État de résoudre le problème que des familles peuvent très bien résoudre. Ne demandons pas à la cité de résoudre les problèmes qu'une entreprise, une PME, une entreprise locale peut très bien résoudre. Y compris en termes de droit du travail, demain, on va parler du droit du travail, j'imagine, de droit du travail, de relations, de respect. Si le respect des salariés, des autres, peut se faire au niveau d'entreprise, commençons par le faire au niveau des entreprises, par le réaliser au niveau des entreprises. Et puis, si ce n'est pas possible, c'est la suite, il va de pair, ce principe, avec le principe de suppléance, qui veut que quand les problèmes excèdent les capacités d'une petite entité, l'échelon supérieur a alors le devoir de la soutenir dans les limites du principe de subsidiarité. Principe de subsidiarité, fais à ton niveau tout ce que tu peux faire pour résoudre le problème. Puisque ce problème se pose à ton niveau, tout ce que tu peux faire, et laissons faire, laissons trouver les solutions au niveau où se posent les problèmes. Principe de subsidiarité. Mais évidemment, comme tous les problèmes ne peuvent pas se résoudre à ce niveau-là, il faut bien qu'il y ait un niveau supérieur, supérieur au sens plus large, qui aide ce premier niveau à régler les problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre. Ça s'appelle le principe de suppléance.
Et du coup, le niveau supérieur, il ne sert pas à résoudre les problèmes que pourrait résoudre le niveau inférieur. Le niveau supérieur, il sert à aider le niveau inférieur à résoudre les problèmes qu'il ne peut pas résoudre. C'est totalement nouveau. Hein. Enfin, nouveau par rapport à une certaine façon de penser le politique et le social, notamment du point de vue collectiviste. Du point de vue collectiviste, on a toujours l'impression que si ça ne remonte pas au plus haut niveau, il faut faire une loi, jamais Jean et Jeanne ne s'entendront dans l'atelier. Il faut que ça passe par tout un truc. Or, le principe de subsidiarité, on va commencer par comprendre comment on peut régler les problèmes là, et on va voir comment, c'est pas simple, mais comment on peut les régler là. Et si on ne peut pas, s'il y a une domination, je sais pas, eh bien, on va trouver un niveau plus élevé dont le rôle n'est que d'aider le niveau inférieur à résoudre son problème. Son rôle, c'est pas de créer un nouveau problème. Et là, je le dis avec beaucoup de, comment dire, d'ironie joyeuse aux managers, que nous sommes tous un peu, dont quand même une grande partie de l'activité consiste à créer des problèmes pour les niveaux inférieurs. Il faut bien nous le dire. Parce qu'il faut bien trouver les solutions et que le manager est là pour trouver les solutions. Donc on trouve le problème et la solution. Or, il y a une révolution à effectuer des entreprises, elle est en cours. Nous avons besoin de managers qui écoutent les problèmes, qui voient comment ils peuvent se résoudre au niveau local et qui viennent compléter, suppléer pour les problèmes qui ne peuvent pas se résoudre au niveau local. Ça, c'est le principe de subsidiarité, dont la puissance est énorme. Ça va, ça va ? C'est bien ce principe, hein ? On se dit là, il y a quelque chose de, pas de nouveau, hein, il est vieux ce principe, je ne vais pas vous faire l'histoire parce que je n'aurai pas le temps et puis vous trouvez ça partout, mais c'est un principe qui a été énoncé d'abord avant Jésus-Christ, mais beaucoup travaillé à partir de la scolastique, à partir du XIIIe siècle, et notamment par saint Thomas, à partir de saint Thomas, et jusqu'à la fin du XVIe siècle, pour essayer de penser la société médiévale et à partir de ces ajustements de pouvoir. Alors, quel est le bon niveau ? Je vous donne une seconde définition pour voir si on a bien tout compris. Excusez-moi. De cette première définition, il y a une chose à retenir, c'est la question du niveau pertinent. Au fond, c'est tout ça. Toute la question de la subsidiarité, ça va consister à penser une société à partir de niveaux de décision pertinents. Et ces niveaux de décision pertinents, c'est des niveaux de communauté qui peuvent résoudre les problèmes qui se posent à elles, d'elles-mêmes, le plus possible. La famille, si c'est la famille, l'école, enfin un groupe scolaire, si c'est à ce niveau-là, et puis on remonte comme ça jusqu'à l'État, la nation, l'Europe, le monde. Donc il va falloir qu'on se pose une sérieuse question sur ce fameux niveau pertinent, et c'est là où à la fois les ennuis commencent et puis on passe au réalisme. Seconde définition, je vous la donne ça c'est la définition canonique. Le principe de subsidiarité consiste à réserver uniquement à l'échelon supérieur ce que l'échelon inférieur ne pourrait effectuer que de manière moins efficace pour atteindre le but choisi. Ça va ? Je la trouve pas très bonne cette définition parce que il y a réservé un échelon supérieur et inférieur, et il y a la question d'efficacité qui est très problématique. Efficacité par rapport à quoi ? Alors là, on rajoute pour atteindre le but choisi. Et ça va être un élément extrêmement important de notre affaire qui va nous faire aller pas à pas de la théorie politique générale. Ça, vous pouvez l'échanger avec n'importe qui, vers la doctrine sociale de l'Église, parce qu'il y a quand même des éléments qui vont être nécessaires pour atteindre le but choisi. Vous voyez, toutes ces unités, vous avez la communauté famille, qui est inclue dans la communauté ville, qui est inclue dans la communauté région, qui est inclue dans la communauté État, qui est inclue dans la communauté Europe pour nous. Ces communautés, on va dire, au niveau famille, quels sont les problèmes qui se posent et que les familles peuvent résoudre. Pas besoin de faire des lois, etc. Et puis, il y a des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Par exemple, le sport, si les enfants, sauf avoir 22 enfants, pour faire une équipe de foot, vous êtes obligé de travailler avec d'autres familles. Et puis, donc, il faut qu'il y ait des stades. Et donc, au niveau de la ville, il faut produire ces infrastructures. Donc, ce problème, il va être résolu au niveau de la ville.
parce qu'il ne peut pas être résolu au niveau de la famille. Et de proche en proche, voilà, chacun va prendre sa part de responsabilité. Mais tout ça, ça marche que s'il y a un bien commun. Autrement, comment voulez-vous ajuster? Alors, c'est ce que, dans cette définition, on appelle pour atteindre le but choisi. Quel est notre but commun, finalement, pour que toutes ces entités s'intègrent les unes dans les autres? Ce n'est pas juste le fait, vous voyez, de limiter les pouvoirs, c'est aussi de se dire, on a une vision commune de la société, de la famille, de l'enfant, tiens, prenons un sujet qui n'est pas d'actualité. La vision de l'enfant au niveau de la famille doit être la même que la vision de l'enfant au niveau de la cité et au niveau de la région et du pays, parce que si ça se diffère, les prises de responsabilité vont exploser. On n'a pas le même bien commun. On ne définit pas les choses de la même façon. Donc, vous voyez qu'il y a un corollaire très important à la subsidiarité, je vais y revenir longuement, c'est le bien commun. Et qui est dit ici, de manière un peu plus ambiguë, moins efficace, pour atteindre le but choisi. Il faut qu'il y ait un but choisi, quoi. Bon. Vous voyez plus clairement, peut-être pour ceux qui ne voyaient pas du tout clairement ce qu'est la subsidiarité, et vous voyez qu'il peut y avoir des définitions très fausses. Alors, je vous en donne quelques-unes. Ce que n'est pas la subsidiarité, ce n'est pas la délégation. Comme on l'entend dans les entreprises, dans 90% des cas, on dit « Ah ben moi, je fais la subsidiarité. En fait, je concède au niveau inférieur un petit peu de boulot. » Et même s'il peut tout faire, c'est pas ça. La subsidiarité, c'est que vous changez votre regard et vous dites le problème entre, par exemple, un employé et le client, il naît là, le problème. Il peut se résoudre là. Dans 80% des cas, le salarié va trouver la solution. Vous savez, il n'est pas stupide, il a des capacités, il n'est pas stupide, il va trouver la solution. Et notre problème de management, c'est de faire en sorte d'ajuster tout ça pour le bien commun, en l'occurrence de l'entreprise. Sa survie, sa pérennité, le fait de créer de l'emploi, de la richesse, c'est d'ajuster. Ce n'est pas de déléguer, ce n'est pas de concéder. Ce que n'est pas la subsidiarité, et là je réponds à une personne qui m'a envoyé un email il y a 2 ans, qui faisait le parcours Zaché, et que j'ai vu à Lille l'autre soir. Donc, je lui ai dit, je te réponds aujourd'hui. Ce n'est pas l'empowerment. Vous avez peut-être vu ça en entreprise. L'empowerment, c'est le fait de dire, le salarié, on peut lui donner du pouvoir, le salarié, hein, on peut lui donner du pouvoir, et lui dire, sois entrepreneur, mon ami. Vraiment, vas-y, invente, innove. Moi, je crée l'infrastructure, les contrôles de gestion, le reporting, les tableurs Excel pour vérifier que tu travailles bien. C'est sûr qu'il ne va pas être très nanti de pouvoir. Hein. Donc, l'empowerment, oui, c'est le fait de dire à un individu, à une personne, fais, agis. Empower, vous voyez, empowerment. On donne du pouvoir aux gens. C'est pas du tout la subsidiarité, ça. Parce que la subsidiarité, c'est on donne du pouvoir, enfin on laisse agir des communautés, des groupes, pas des personnes. Parce que si vous donnez du pouvoir aux personnes, vous retombez dans l'individualisme. Chacun va se heurter aux autres, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on va créer une grande infrastructure de contrôle de gestion pour être sûr que la personne, certes, elle a du pouvoir, mais enfin, elle participe à la création de valeur et au profit. C'est pas ça, la subsidiarité. La subsidiarité, c'est de dire, cette entreprise, cette cité, cet hôpital, il est d'abord construit sur des personnes qui travaillent ensemble, et en travaillant ensemble, elles créent des problèmes et elles résolvent les problèmes. Faisons en sorte que les problèmes qui se créent naturellement, comment ce malade elle va être accueilli, comment on va travailler, infirmière, médecin, oui, parce qu'on travaille ensemble, comment ces problèmes vont être résolus à ce niveau-là, le plus possible. Et si vraiment on ne peut pas, on monte à un niveau communautaire plus élevé. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que de dire à chaque médecin, à chaque infirmière et à chaque malade, vas-y, tu as le pouvoir, agis au maximum de tes compétences.
Parce qu'encore une fois, dans ce cas-là, on retombe sur l'individualisme. Et du coup, il faut créer des entreprises ou des hôpitaux avec plein de contrôles partout. Parce qu'on a laissé tellement de pouvoir individuel que pour faire la cohésion de tout ça, il faut de tableur Excel, quoi. Il faut des chiffres, Et c'est pas ça, la subsidiarité. Bon, c'est pas ça. Donc, c'est quelque chose de magnifique. C'est une représentation de notre société, de nos entreprises, de notre vie commune, à partir de communautés qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et à chaque fois, notre travail de citoyen, d'hommes et femmes d'entreprise ou de la société civile ou d'association, c'est de nous dire, est-ce que je ne suis pas en train de créer un problème qui n'existe pas pour le résoudre, alors que ceux qui agissent pourraient très bien d'abord me garantir qu'il y a vraiment un problème, et de le résoudre eux-mêmes. Et laisser le plus possible, à ce niveau des personnes ensemble, des communautés, plus possible la capacité d'agir. C'est bon? Vous voyez ce que c'est? Maintenant, je vais entrer dans la doctrine sociale de l'Église, proprement dite, pour arriver au cœur et à la révélation. Parce que je fais un petit zoom arrière. Si vous trouvez formidable la subsidiarité, non? C'est quand même un peu plus intelligent que le marché régulateur ou que l'État collectiviste. C'est quand même plus... Mais pourquoi c'est plus intelligent? Pourquoi ça nous parle davantage? Et je dis ça à chacun, chrétien ou pas chrétien. Quand on l'exprime, ceux qui sont en entreprise et qui travaillent là-dessus le savent, ça parle, ça fait tilt. Pourquoi? Parce que ça touche à l'homme, ça touche à la définition anthropologique, comme on dit, de manière beaucoup plus juste que l'individualisme ou le collectivisme. Pourquoi? Vous vous rappelez, je vous ai dit que toutes les doctrines sociales sont fondées sur l'idée que les hommes ont des capacités, sont libres d'agir, et quand ils agissent, ils créent du lien. Ils créent quelque chose ensemble, fatalement. Et on a dit, il y a la réponse individualiste, la réponse collectiviste. Or, maintenant, il y a la réponse subsidiarité. Qu'est-ce qu'elle nous dit de l'homme, cette réponse? Elle nous dit que l'homme a des capacités, mais elles sont aussi limitées. Il ne peut pas tout régler. Il a des capacités, mais elles sont limitées. Vous voyez, au niveau 1, je ne peux pas régler tous les problèmes. Je suis bien obligé d'admettre que j'ai besoin d'un niveau supérieur pour régler une partie des problèmes qui se posent à moi. Pourquoi? Parce que je suis limité. Et pourquoi je suis limité? Parce que je suis limité intellectuellement, parce que je suis limité physiquement, parce que je suis vulnérable, parce que je suis petit, parce que je suis pécheur, dira le chrétien. Et vous voyez comment on arrive à une vision très réaliste de l'homme, qui est la vision chrétienne. La vision chrétienne, ce n'est pas la vision des supermen ou des superwomen de la pensée individualiste. Non, il y a aussi du vulnérable, il y a aussi de la fatigue, il y a aussi des limites, il y a aussi du péché, il y a aussi le fait qu'on fait mal, il y a aussi le fait qu'on est malveillant. Ça existe aussi, et il faut en tenir compte. Réalisme. Et ce n'est pas non plus le collectivisme où l'homme est totalement soumis aux déterminations, à la société, il n'est pas libre. Si, on est libre, on peut faire le bien, on peut être bienveillant, on peut faire aussi plein de choses merveilleuses. Aussi, les deux. Moi, je suis toujours émerveillé, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les enseignements, mais par la doctrine sociale de l'Église, parce que là, ce n'est pas la doctrine sociale individualiste, c'est la doctrine sociale collectiviste, c'est la doctrine sociale chrétienne. Je suis émerveillé par par son réalisme, par le réalisme de son humanisme. On accepte d'être à la fois extraordinairement créatif, compétent, et en même temps extraordinairement pécheur, limité, vulnérable. Les deux. Et donc, du coup, notre société, il ne faut pas trop miser sur les compétences extraordinaires des gens, ni sur l'écrasement par la société. Il y aura les deux. Donc, en ce sens, vous voyez, c'est plus réaliste, c'est davantage réaliste. 2, la liberté. Je vous ai dit, on a des capacités et on est libre. Or, ce que suggère la subsidiarité, c'est que notre liberté, elle naît du fait de participer à la société. Notre liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut dans son coin. Notre liberté, c'est de pouvoir participer à la société. Vous voyez, ou participer à l'entreprise, ou participer à la vie politique, ou participer à la vie d'hôpital. Vous voyez, participer. Cette participation exprime notre liberté.
C'est fort ça, hein? On est libre, pas parce qu'on fait ce qu'on veut, mais parce qu'on peut agir ensemble et participer à l'action commune. Et troisième élément anthropologique, quand on crée du lien, le fait de créer du lien fait nous épanouir. On n'est pas obligé de le faire, mais quand on le fait, on grandit, on devient plus intelligent grâce à la communication, grâce aux compétences qu'on acquiert. Le fait qu'on est en communauté, si vous voulez, qu'on fait du lien, nous rend meilleurs. Voilà ce qu'il y a derrière l'idée de subsidiarité. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on peut comprendre le principe, mais il faut comprendre la façon de penser l'homme qui est en amont et l'homme qui agit en subsidiarité. C'est un homme qui a des capacités, mais elles sont limitées, il le reconnaît. Il accepte d'être vulnérable aussi, ou d'être pécheur, bien sûr, aussi. C'est un homme qui est libre parce qu'il sait qu'il participe, parce qu'il a cette dignité de la participation dans l'entreprise ou dans le social ou l'économique. Et c'est un homme qui sait que parce qu'il est communautaire, parce qu'il est en lien avec les autres, il s'épanouit lui-même. Vous voyez, ce n'est pas la pensée individualiste où l'autre est un obstacle. L'autre est un obstacle à ma liberté. Dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église, le fait d'agir ensemble me fait grandir en humanité. Ça va ? Donc du coup, vous comprenez pourquoi ça peut marcher, la subsidiarité. Enfin, dans quelles conditions ça peut marcher. C'est un tout, la subsidiarité. On peut pas apprendre c'est pas juste un principe qu'il faut appliquer comme ça. C'est un tout, c'est une façon c'est une doctrine sociale. Plutôt, c'est un élément d'une doctrine sociale. Et dans cette doctrine sociale, il y a des hommes capables, mais limités, libres d'agir, de participer et de créer du lien. Et du coup, les conséquences, vous voyez, c'est comme ça qu'on définit l'homme. Et du coup, comment on va définir la société ? Eh bien, la société, puisque chacun a des capacités, mais elles sont limitées, ben, il faut bien compter sur les autres. Il faut bien compter sur ceux qui vont m'aider. L'autre n'est pas un obstacle. L'autre n'est pas un pouvoir fasciste qui m'empêche de m'épanouir. L'autre, c'est l'aide. Subsidiarité, ça vient de subsidium. Les subsidiarii, c'était les troupes qui venaient en renfort dans l'armée romaine. Eh bien, j'ai besoin de renfort. Mes amis, nous avons besoin de renfort. On peut agir à notre niveau, mais on est content, on est heureux de pouvoir compter sur les renforts à des niveaux plus élevés. Et ça, c'est une conséquence de la reconnaissance de mes capacités limitées, qui ne me remettent pas en cause, mais au contraire, qui m'affirment comme être humain. Donc, il y a une hiérarchie des services. Le service au niveau 2 le niveau 2 est au service du niveau 1, et le niveau 3 au service du niveau 2, puisque chacun complète le niveau inférieur. Deuxièmement, la responsabilité, la liberté, c'est participer, et donc ça nous rend responsables. La société fondée sur la subsidiarité n'a de sens que si on prend conscience de la responsabilité de chacun, que chacun est appelé à être responsable. De lui, des autres. De lui, des autres. Responsabilité, c'est un principe fort. Et c'est un tout, vous voyez. C'est pour ça que ce n'est pas l'empowerment dont je vous parlais tout à l'heure. Ce n'est pas juste donner du pouvoir aux gens. C'est donner des responsabilités aussi. Des responsabilités vis-à-vis des autres. Et enfin, puisqu'on crée du lien, puisqu'on s'épanouit en créant du lien, c'est qu'on reconnaît qu'il y a un bien qui est commun. Ce bien commun, c'est cette société, cette façon de nous comporter, qui permet à chacun de s'épanouir le plus librement possible, parce que tous les autres s'épanouissent. Le bien commun. Ce n'est pas le bien personnel, ce n'est pas le bien que je fais moi dans mon coin parce que je suis exceptionnel avec mes capacités, ou ce n'est pas le bien que fait l'État à ma place, ou les normes à ma place. C'est le bien auquel je participe parce que je suis responsable, mais que je reconnais comme un bien qui n'est pas propre, mais qui est commun. Et voilà comment se génère une société fondée sur le service. Toute personne qui est au-dessus
d'une autre est au service pour compléter le bien que la personne en dessous ne peut pas faire totalement. C'est une société, donc une hiérarchie des services. C'est une société de responsabilité où à chaque personne on dit quelle est ta part de responsabilité, petite, infime, ok, mais tu as une part de responsabilité. À ta juste dans ta famille, dans l'entreprise, dans la cité, dans la nation. Écoutez, tous les matins, nous écoutons la radio et il y a des gens qui font le ministre à la place du ministre et qui expliquent au ministre comment il faudrait faire pour gérer le pays. Et on a envie de dire, mais écoute, essaie de gérer déjà ton espace de responsabilité bien. Et peut-être, si Dieu t'appelle à ça, et citoyen, tu seras un jour ministre et tu géreras cet espace de responsabilité-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas négocier, vous voyez, discuter, mais ce sentiment qu'on donne aux gens de pouvoir exercer sans payer quoi que ce soit, hein, les responsabilités surtout, pour trouver des solutions générales, alors qu'elles sont, les solutions, elles sont d'abord à courte portée. Elles sont dans notre environnement, elles sont dans notre famille, elles sont dans notre école, elles sont dans notre cité, même pas l'entreprise, dans l'espace d'entreprise qui nous est donné il nous est donné de travailler. C'est ça le principe de responsabilité. Commençons par cette responsabilité-là. Et puis, insistons sur le bien commun. C'est la plus grande révolution qui nous attend, ça. Rappelons qu'il existe un bien commun. Parce que mon bien personnel n'a pas de sens si je ne tiens pas compte d'un bien qui nous est commun. Et ce bien qui nous est commun, c'est l'existence d'une société qui permette à chacun de s'épanouir. Ce truc-là, on ne sait pas quelle est la solution, mais on sait que ce bien, il nous est commun. Comme l'air est un bien commun. Et si tu pollues, eh bien, je vais tousser. Et donc ce bien commun, il nous est donné à travailler ensemble. Et bien le bien commun qui consiste à fonder une société, à agir dans une société qui permette à chacun de s'épanouir, c'est ça qui fait notre trésor commun, notre bien commun. Voilà. 5, c'est parfait. Est-ce que ça va là? Est-ce que vous voyez cette logique? Est-ce que vous voyez que c'est une cohérence? Est-ce que vous voyez que c'est pas la subsidiarité, c'est pas un petit truc, c'est pas une technique qu'il faut appliquer, c'est un tout. C'est un tout magnifique, parce que si on a bien compris ça, on porte aujourd'hui à nos frères en humanité, à nos contemporains, on porte une vision nouvelle, mais une vision qu'ils ont dans le cœur. Parce que tout ce que je vous ai raconté, tout le monde peut l'entendre. C'est l'anthropologie générale. À ceci près, et là j'entre dans notre petite différence, c'est que, quand on y réfléchit, la relation que nous avons avec le Seigneur, c'est elle qui nous apprend la subsidiarité. C'est la relation que nous avons avec le Seigneur qui nous apprend la subsidiarité. Il nous considère comme capables, mais limités. Mais il nous considère comme capables. Donnez-leur vous-même à manger. T'es capable. Et depuis la création, c'est vas-y, fais fructifier le jardin. Nous sommes capables. Mais limités. Péché. Dieu est réaliste. Et notre relation avec le Seigneur est une relation qui est d'autant, enfin, vous voyez, qui nous enracine dans ce sentiment d'avoir des capacités, des talents au service de la création, et en même temps d'être limité par nos vulnérabilités que nous reconnaissons, que nous n'affirmons pas avec un étendard, parce que des fois c'est un peu trop dans le sens inverse. Hein. Mais il y a aussi de la vulnérabilité, et aussi de la faiblesse, et aussi de la fatigue. Voilà. Et c'est bien notre relation avec le Seigneur. Et on le prie, et on crie vers lui, et on dit, écoute, je suis crevé, et on dit, écoute, Seigneur, je crie vers toi, comme dans le psaume, je crie vers toi, parce que je sais que je suis limité. Ça, on l'a appris dans notre relation avec le Seigneur. Libre. Nous sommes libres. Et le Seigneur nous considère comme libres. Libres de participer. Vas-y, fais fructifier le jardin. J'ai placé devant toi la vie ou la mort, la malédiction ou la bénédiction, la vie ou la mort. Choisis la vie. Libre. Il nous considère comme libres. Et encore une fois, libre de participer. Vas-y, choisis. Construis. Fabrique cette société. Agis. Et enfin, libre de créer du lien. Aimez-vous comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, c'est-à-dire créer les conditions de l'amour qui font que, pas moi j'aime toi,
mais je fais en sorte que toi, tu aimes toi. Ça, c'est le bien commun. Ça, c'est le seul commandement que nous donne Jésus. Voici mon commandement. Tous les autres, ils rappellent les commandements. Mais celui-ci, c'est le commandement même de Jésus en Jean. Pas aimer tout le monde, mais fais en sorte que d'autres s'aiment. Aimez-vous les uns les autres. Considérez avec sérieux notre bien commun, cette société commune, cette entreprise commune, cette cité commune, cette région commune, cette nation commune. Donc vous voyez, j'en viens à la fin de mon exposé à ce point-là. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez le partager avec, et ici je le partage avec mes frères qui ne sont pas croyants. Mais je vous dévoile ce qui enracine en moi la certitude que la subsidiarité, que la doctrine sociale, que toute cette cohérence que je vous ai exprimée est fondée en vérité sur du roc. C'est parce qu'elle me définit en tant qu'être humain dans ma relation avec mon Créateur. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que j'ai commencé et je finis avec le texte de Matthieu au chapitre 14. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Il n'est pas besoin qu'elles y aillent, donnez-leur vous-même à manger. » Il les considère comme compétents, il les considère comme libres, il les considère comme créant du lien. Donnez-leur vous-même à manger. Bon, il n'y a pas de quoi, mais, lui disent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et dans une autre évangile, c'est un petit garçon. Ah, ça c'est sa participation à lui. Il est merveilleux ce petit garçon. C'est bien les moins connus de l'évangile. Joseph d'Arimathie, qui donne le tombeau, et le linceul, enfin, vraiment. Le petit garçon, on ne connaît pas son prénom, mais c'est important ce qu'il fait, lui. Il donne les poissons et les pains qui vont mettre en évidence la multiplication des pains. Donc, on n'a que ça. Alors voilà, on est limité. Hein. Ah bah oui, vous êtes limité, c'est vrai. Hein. Eh bien, on va partir de là, de cette limitation. Mais c'est vous qui allez agir. C'est vous, les disciples, qui allez agir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Apportez-les-moi. Et ayant donné l'ordre de faire étendre la foule sur l'herbe, donc ça va concerner tout le monde, bien commun, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, les bénit, puis, rompant les pains, il les donna aux disciples. Et j'insistais tout à l'heure dans ma lecture, hein, il les donna aux disciples, qui les donnèrent à la foule. Chacun a son rôle. Ce n'est pas le magicien abracadabra. Vous voyez ces 5 000. Je l'ai fait. C'est pas ça du tout. C'est merveilleux ce miracle. C'est un peu comme les noces de Cana. On ne sait pas qui fait le miracle en fait. On ne sait pas qui fait le miracle. Ça se fait. Vous voyez, il n'y a pas un geste de Jésus aux noces de Cana où il dit « Oh, transforme-toi en vin ». Ils prennent de l'eau et puis quand ils versent, c'est du vin. Qui l'a fait? La présence de Jésus, je vous l'ai dit, ma foi me rend certain du roc sur lequel s'appuie la définition de l'être humain par rapport à mon Créateur. Mais ensuite, Jésus, il est là, il bénit, il rompt, mais ce n'est pas lui qui agit en tout. C'est lui qui fait agir et par subsidiarité laisse faire, parce que c'est là que ça va se passer. Et vous voyez, cette société, elle est en germe là, dans ce passage, elle est en germe de la société dont nous rêvons. Alors, je conclus en 2 phrases. Une phrase. Nous avons, je passe un temps important de ma vie à le dire, mais je le répète aujourd'hui, nous avons un trésor. Un trésor. La doctrine sociale de l'Église, c'est un trésor. Par rapport aux problèmes, on en parlera demain à la table ronde, des personnes qui sont dans les affaires, qui sont dans l'économie, qui sont dans le social, politique. On a des moyens de proposer une société plus belle. À nous d'en prendre conscience. Et d'en prendre conscience de la façon dont j'ai essayé de vous inviter aujourd'hui, à la fois en exprimant cette doctrine pour tous, parce qu'elle s'enracine dans la philosophie naturelle que tout le monde peut entendre, tout le monde a l'expérience de l'être humain, mais elle prend toute sa force, sa lumière dans notre foi en un Dieu qui nous fait confiance, qui nous invite à participer et qui nous appelle au bien commun. Alors, au travail.